bienvenue à ce tour d'horizon d'Afrique. Vous l'avez compris qu'il s'agit de notre émission Autour de l'Afrique. Cette émission qui vous propose une lecture et une analyse autour de la politique africaine, autour des enjeux de la société, des enjeux culturels et de tout ce qui, en tout cas, entoure l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une fois de plus pour moi un plaisir de vous retrouver après un petit moment. Et nous ferons ensemble justement un petit tour d'horizon d'Afrique pour regarder, analyser ensemble toutes les questions d'actualité. L'Afrique, vous l'avez compris, est en ce moment dans une période charnière. Entre les élections législatives qui se tiennent ou qui se sont tenues entre-temps dans certains pays, on citerait par exemple le Congo, le Sénégal, et les préparatifs pour les présidentielles futures dans quelques-uns de pays, notamment le Sénégal encore. Mais on ne s'arrêterait pas là. Il y a bien d'autres questions aussi. La question de l'Ukraine, nous en avons parlé. Quel est le regard que nous avons eu en tant qu'analystes autour de l'Afrique? Quel est le rôle joué par les acteurs africains dans la résolution ou la recherche de solutions autour de ce conflit? Comment se présente l'Afrique aujourd'hui? Quelles sont les grandes questions d'actualité autour de l'Afrique? C'est ce que nous examinerons ensemble avec vous. Mais pour justement analyser cette actualité, je ne suis pas seul. Vous avez bien compris que j'ai avec moi mon invité maison, qui n'est plus à présenter, Maître Brice Nzapa, qui est avocat au barreau de Paris, mais aussi analyste politique. Et c'est toujours en sa qualité d'analyste politique qu'il se prête à ce jeu de questions-réponses avec nous, Maître. C'est encore un plaisir de vous avoir parmi nous et de faire ce tour d'horizon d'actualité d'Afrique. Voilà. Première question, Maître, comment allez-vous? Oui, je vais bien, mon cher Patel. C'est toujours un grand plaisir que de partager ces plateaux avec vous pour analyser un peu la situation politique en Afrique et aussi la place de plus en plus prépondérante qu'occupe l'Afrique dans le jeu des puissances internationales. Très bien. Alors, je présentais tout à l'heure justement les grandes questions autour de l'actualité africaine. J'ai parlé des législatives dans certains pays, notamment le Congo, le Sénégal. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, mais c'est la première question que nous allons analyser ensemble, Maître. Les élections législatives au Congo, au Sénégal, quelle lecture on peut en faire justement? Parce que ces différentes élections se sont déroulées là, il y a à peine peut-être moins d'un mois. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce qu'il faudrait dire d'abord, c'est que les élections législatives, de façon générale, elles se déroulent toujours avant que n'arrivent par la suite les élections présidentielles. Donc, vous avez un moment où un peuple élu son chef de l'État, et par la suite vient la période où le peuple doit soit renouveler sa confiance au chef de l'État en choisissant des députés qui sont du parti auquel appartient le chef de l'État. Et donc le peuple entend donc renouveler sa confiance et puis donner donc au chef de l'État les moyens de pouvoir appliquer le programme sur la base duquel il a été élu, puisque le chef de l'État a besoin en ce moment-là d'avoir une majorité à l'Assemblée pour faire passer les lois et donc faire gouverner comme il se doit. Donc c'était un moment important de renouvellement de la confiance ou encore, ça peut être de ne pas de rupture de confiance entre le peuple et le chef de l'État ou le parti au pouvoir. Donc c'est l'enjeu véritable des élections législatives, c'est vraiment un test de confiance entre le peuple et le chef de l'État ou entre le peuple et le parti auquel appartient le chef de l'État. Donc vous avez, comme vous l'avez si bien dit, on a le Sénégal, on a eu aussi la République du Congo, mais en restant d'abord sur le Sénégal, il faut savoir que le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, c'est un pays qui est connu pour sa stabilité politique, notamment au niveau des alternances. On a des alternances qui sont apaisées là-bas, et puis un cadre démocratique qui
qui est ancien, hein, depuis juste après l'indépendance. Vous avez déjà un pays qui a connu le pluralisme politique très tôt et qui l'a maintenu et qui a eu des élections toujours transparentes. Voilà. Donc vous avez aussi une société civile qui est très aguerrie, puisque vous vous rappelez quand le président Wade, en son temps, a voulu modifier la Constitution hors le cadre constitutionnel, vous avez une mobilisation de la société civile qui a empêché cette forfaiture du président Wade. Donc vous avez un pays qui a déjà dans son histoire un enracinement des institutions, un enracinement des valeurs démocratiques, et puis une conscience très vive de la société civile pour protéger les acquis de la démocratie. Donc, mais vous avez un contexte aussi bien particulier, puisque vous avez le président Macky Sall qui a été réélu et qui, donc, selon la Constitution, ne peut plus se représenter en tant que candidat à la présidence, mais qui, pour ses proches pensent qu'il pourrait avoir le droit de se représenter. Donc l'enjeu d'avoir une assemblée majoritaire pour le parti au pouvoir, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça peut permettre au parti au pouvoir de disposer donc d'un levier à partir duquel il peut faire passer la volonté du chef de l'État, notamment du président Macky Sall, de pouvoir se représenter. Donc l'enjeu était assez important pour le parti au pouvoir, de pouvoir disposer d'une majorité à l'Assemblée. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement pour la démocratie sénégalaise, c'est selon le camp où on se trouve. Hein. Donc c'est plutôt la coalition de l'opposition qui a la majorité à l'Assemblée, avec 86 députés, contre, je crois, 55 hein, ou 75, je crois, pour le parti du président Macky Sall. Donc on voit bien que depuis même les municipales, il y a une poussée de l'opposition qui confirme un peu sa popularité au niveau de la population. La coalition de l'opposition, je précise et je le rappelle pour nos téléspectateurs, qui est composée entre autres par l'opposant Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Alors en fait, je dirais que le leader principal de cette coalition de l'opposition se trouve donc le président Ousmane Sonko. Et puis vous avez aussi d'autres figures hein, de l'opposition, comme l'actuel maire de Dakar, qui est aussi très très actif. Et puis vous avez aussi des anciens un peu qui viennent un peu du parti du président Wade et qui ont rejoint aussi cette coalition. Donc c'est une coalition qui rassemble des figures importantes de la politique sénégalaise et qui aujourd'hui dispose de la majorité au Parlement. Donc maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, avant d'arriver à cette question, on peut déjà constater qu'il y a en fait une rupture de confiance, on peut le dire, entre les Sénégalais, le peuple sénégalais et le gouvernement, notamment le chef de l'État actuel, le président Macky Sall. Comment perçoit-on cette rupture? Oui, mais puisque même les résultats de l'élection nous montrent que le peuple n'a pas voulu renouveler sa confiance au président Macky Sall en élisant une majorité des députés qui appartiennent à ce parti politique. Donc la circonstance que les Sénégalais ont élu plus en majorité les députés de l'opposition, c'est la montre que les Sénégalais veulent une autre politique au Sénégal. Voilà. Ils veulent donner le pouvoir, en tout cas législatif, à l'opposition pour préparer le Sénégal à des lois qui sont plus conformes à la vision politique de l'opposition. Donc, en fait, au niveau de la légitimité, on peut penser qu'il y a, je dirais qu'il y a un flottement de légitimité du président Macky Sall actuellement, puisque le pouvoir législatif est aux mains de l'opposition et le peuple, dans sa majorité, a plutôt fait confiance à l'opposition. Donc, on peut déjà faire des analyses sur la suite de la vie politique au Sénégal, notamment sur les élections présidentielles. Bon, peut-être que ça fera l'objet d'une autre rencontre, mais on peut déjà penser que si l'opposition maintient sa coalition actuelle et qu'il y a la même unité que l'opposition a pu faire preuve lors des législatives, si elle est maintenue en 2024 au Sénégal, avec une seule candidature, il y a des très fortes chances que le président Macky Sall, s'il se représente, ne puisse pas être élu. Voilà. Donc on peut déjà le dire. Maintenant, je pense que le président Macky Sall, ce qu'il devrait faire,
serait plutôt de pouvoir diviser l'opposition. Voilà, donc, mais si on venait justement à parler de cette opposition, au-delà de l'idée de faire partie, on peut le dire, le président Macky Sall, à l'issue de son mandat, quel est l'autre enjeu? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour cette coalition, justement, pour la mise en place de cette coalition de l'opposition? Oui, bon, alors il faut voir que l'opposition sénégalaise aujourd'hui porte, en tout cas quand on voit la figure du président Ousmane Sonko, porte un programme de rupture. Voilà, porte un programme de rupture, notamment avec un certain rapport différent avec je dirais, la puissance, je dirais pas tutélaire, mais la puissance traditionnelle, d'influence traditionnelle au Sénégal qui est la France. Hein, il y a une politique de rupture, c'est-à-dire de repositionnement des intérêts du Sénégal dans son rapport avec le reste, en tout cas dans son rapport avec l'Occident. Il y a déjà ça. Et puis la nécessité de pouvoir privilégier d'abord les intérêts fondamentaux du Sénégal en encourageant l'entrepreneuriat local, national, et en accompagnant des jeunes qui veulent monter leurs entreprises à travers une facilité d'accès au crédit. Donc c'est vraiment une politique qui est plus à gauche, par rapport à la politique que mène le président Macky Sall. Voilà. Donc il y a vraiment une politique de rupture, que ce soit sur le plan social, économique et même sur le plan diplomatique. D'accord. À l'entendre, on dirait que le bilan du président Macky Sall est si mitigé que cela? Non, je pense qu'il faut être honnête. Je pense que quand on est un observateur objectif de la vie économique sénégalaise, on ne pourrait pas dire que le président Macky Sall n'a pas fait des réalisations. Donc je pense qu'il a quand même accompli des faits économiques significatifs. Je veux dire, bon, par exemple au niveau des infrastructures, vous avez quand même le fait de pouvoir participer à rendre le transport interne, notamment avec le nouveau TR qui a été mis en place. Il y a d'autres infrastructures aussi qui ont été quand même mises en place, mais il faut aussi dire que le président Macky Sall s'inscrit aussi dans la continuité du programme qu'avait déjà initié le président Wade à son époque. Voilà. Donc, alors moi, je pense que sur le plan économique, on ne peut pas être complètement contre le bilan du président Macky Sall. En revanche, on peut peut-être discuter sur le plan politique. Voilà. Voilà. Donc, après, c'est une question des valeurs politiques, de vision politique, et on peut partager certaines valeurs politiques, notamment une certaine pérennité des rapports entre la France et l'Afrique, en privilégiant un peu, je dirais, les entrepreneurs français au Sénégal, par exemple. Il y a cette tendance, hein, puisqu'il faut dire qu'il y a des hommes politiques sénégalais. Vous savez, il y a un homme politique sénégalais, je crois que c'est Alioune Sall, si ma mémoire est bonne, qui a dû démissionner du gouvernement parce que il fallait signer un accord avec Total, et dans cet accord-là, les intérêts du Sénégal n'étaient pas garantis. Donc, ces ministres a dû démissionner, et aujourd'hui, il me semble qu'il est dans la coalition avec Ousmane Sonko. Donc, vous voyez qu'il y a des visions, politiques concernant les intérêts du Sénégal qui ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'au Sénégal, on a vraiment affaire à des visions politiques diamétralement opposées. Et là, on peut exercer son choix politique de façon claire et consciente. Hein, ce n'est pas, vous verrez par exemple dans d'autres pays comme la République du Congo, puisqu'on va en parler, où plutôt le choix politique n'est pas lié à une vision politique, à des valeurs politiques, mais plutôt souvent à l'appartenance ethnique et tribale, ou même régionale. Voilà. Donc c'est un peu la différence avec le Sénégal, où la conscience politique est plus vive et plus éveillée. Très bien. Et qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup parlé du président Macky Sall, avec cette vision justement d'une possible représentation pour un troisième mandat. Qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire le président Macky Sall est prêt à forcer la main quand même, au-delà de tout ce qui se dessine aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a un Macky Sall qui finalement acceptera la volonté du peuple
puisque les législatives, en tout cas, ont été comme une sorte de sanction. Est-ce que on aura un certain Macky Sall qui lâchera facilement, ou plutôt un Macky Sall qui est en train de faire du Wade? Puisqu'on se rappelle que Abdoulaye Wade, à son époque, avait voulu aussi forcer la main pour un mandat de plus. Vous, en tant qu'analyste, quelle lecture vous faites à ce moment-là? Est-ce que Macky Sall relâcherait facilement? Alors, moi, je dirais que, vous savez, Montesquieu disait déjà que le pouvoir corrompt tout. Et qu'il n'est pas facile pour quelqu'un qui exerce le pouvoir de pouvoir rester lucide et de disposer des conseillers qui sont objectifs et qui lui font voir quels sont ses véritables intérêts, notamment dans le respect du cadre institutionnel. Donc je pense que, vous l'avez vu, vous l'avez cité, le président Wade, qui a été longtemps dans l'opposition et qui était considéré comme une figure, même incarnant la vertu en politique. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, malheureusement, il a voulu modifier la Constitution pour des visées qui étaient parfaitement personnelles. Vous voyez? Donc moi, je pense que pour le président Macky Sall, tous les signaux indiquent qu'il y a une volonté de vouloir rester au pouvoir, hein, en tout cas de vouloir solliciter à nouveau le suffrage du peuple sénégalais. Puisque chaque fois qu'il lui est posé la question de savoir s'il va se représenter ou pas, il répond toujours, soit il ne répond pas directement, soit il dit qu'il répondra au moment venu. Vous voyez? Donc, mais il faut savoir qu'à une époque, le président Macky Sall avait dit clairement qu'il ne se représentera plus. Il avait dit clairement. Mais par la suite, quand on lui pose la question, ou quand on pose des questions à ses lieutenants sur ces points-là, ils ne le disent plus clairement. Donc, à partir de ce moment-là, on peut penser que pour un nombre d'États qui travaillent pour la stabilité des institutions, c'est quand même plus honnête de pouvoir dire à ses concitoyens que je respecterai la constitution de mon pays, je ne me représenterai pas. Mais en politique, quand on ne veut pas dire, on nous voit. On nous voit, et puis on envoie des signaux de façon à faire comprendre aux gens que tout est possible. Voilà. Donc je pense que le président Macky Sall, il est plutôt dans cet angle-là, où il laisse penser aux Sénégalais qu'il est possible qu'il s'y représente. Voilà. Donc je pense que tous les signaux indiquent qu'il va s'y représenter, et je pense qu'il y aura un rapport de force entre le président Macky Sall et son mouvement, avec la coalition de l'opposition sénégalaise. Parce que, et c'est ce qui, je pense, qui se profile à l'horizon. Le président Macky Sall, je le rappelle, à l'époque, avait justement su mener son rapport de force qui avait fait fléchir à la fin le président Wade. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition sénégalaise, telle qu'elle se présente avec cette coalition qui a été mise en place, est-ce que vous pensez vraiment, Maître, que cette coalition de l'opposition est capable ou prête à faire fléchir le président Macky Sall? Oui, je pense qu'il y a déjà eu des répétitions, hein, parce que vous vous rappelez quand le président Ousmane Sonko a été interpellé dans le cadre du scandale qu'il y avait eu avec cette masseuse à Dakar, cette masseuse qui l'accusait qu'elle avait été violée, etc., ou agressée sexuellement. Quand le président Ousmane Sonko a été interpellé et placé en détention, vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Sénégal? Il y a eu vraiment des émeutes et le Sénégal était devenu ingouvernable. Il a fallu que des figures montent au créneau, y compris le président Wade, pour appeler que ce soit le président Macky Sall que le parti du président Ousmane Sonko à l'apaisement. Et au final, le président Macky Sall a dû faire une intervention télévisée et le président Ousmane Sonko a dû être relaxé pour que la tension baisse. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, ce sont des moments qui permettent de juger de la popularité d'une personne, d'une cause ou non. Oui, il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a les élections municipales qui montrent que c'est quand même la coalition de l'opposition qui a eu le plus de mairies quand même.
Et puis, vous avez aussi les législatives qui montrent que c'est encore la coalition de l'opposition qui est majoritaire. Donc, on voit qu'au niveau de l'opinion publique sénégalaise, l'opinion penche plus du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. Bon, vous avez aussi la société civile qui ne va pas laisser cette forfaiture se faire. Donc moi je pense qu'au niveau du rapport de force, aujourd'hui, objectivement, le rapport de force n'est pas favorable au président Macky Sall. Donc je pense que s'il a des conseillers autour de lui, il devrait plus tenir compte de cet élément-là pour ne pas envisager d'aller à l'encontre de la volonté des Sénégalais. Voilà. Maintenant, en politique, tout est possible. Hein. C'est-à-dire que si le président Macky Sall joue comme il faut, il peut obtenir le passage en force. Ah ben justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario qui pourrait tout faire basculer en faveur justement du président Macky Sall? Oui, mais si le président Macky Sall, parce que moi je pense que le premier élément, quand on est en face de soi une coalition qui engrange des résultats positifs, je pense que le premier travail à faire, c'est de déstabiliser, de diviser cette coalition. Le premier travail à faire, c'est celui-là. Donc, on déstabilise et on divise une coalition en repérant les maillons faibles. Il faut voir dans cette coalition quelles sont les figures qui peuvent apparaître comme étant des maillons faibles et par la suite faire un travail d'approche, les approcher et leur faire miroiter des strapontins par la suite, les récupérer et donc affaiblir la coalition. Et puis par ailleurs, travailler de façon à obtenir des dossiers sur des figures qui sont les plus importantes. Quand je parle des dossiers, c'est-à-dire que tous les éléments de nature à provoquer des poursuites judiciaires. Voilà. Donc il faut faire un travail dans ces deux sens. Donc approcher, récupérer les maillons faibles de la coalition. Pour les maillons les plus importants, les plus forts, susciter des dossiers qui pourraient donner lieu à des procédures judiciaires pour les discréditer et les décrédibiliser aux yeux de l'opinion. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait, mais il faut que ça soit fait bien, soigneusement, méticuleusement, pour que ça n'apparaisse pas grossier. Parce que quand c'est grossier, ça produit l'effet inverse. Très bien, mettre une autre spécificité locale, puisqu'on vient de parler du Sénégal, c'est celle de la République du Congo, qui est tout à fait un contexte complètement différent, diamétralement opposé à celui du Sénégal. Alors, que peut-on dire justement du contexte électoral congolais avec les législatives qui viennent de se dérouler? Oui, alors là on est vraiment dans un autre cadre, puisque vous avez la République du Congo qui est un pays qui a connu une période de transparence électorale très très courte, hein, de 92 jusqu'en 97, hein, avec le coup d'État militaire qui a eu lieu à cette époque, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on a en fait un système électoral qui n'est pas transparent, qui est contesté et qui est contestable, aussi bien par l'opposition que par la société civile. Et ce qui fait que déjà même les règles du jeu ne sont pas du tout honnêtes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu, le jeu électoral n'est pas honnête dès le départ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, puisque même la population congolaise elle-même ne croit plus à ces élections, puisque vous avez à peine 40% de taux de participation. Donc, la plupart des Congolais restent chez eux parce qu'ils pensent que les résultats, en fait, que le jeu est pipé, les dés sont pipés, et que ça ne sert pas d'aller voter. Donc, il y a cet élément d'abord du système électoral qui n'est pas honnête. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sincérité du scrutin, parce que c'est un principe très important. Et à partir du moment où le scrutin n'est pas sincère, on en arrive alors à des résultats qui défient toute objectivité. Vous voyez. Et ce qu'il faut savoir aussi au Congo, c'est que vous avez une déconstruction des imaginaires politiques issus de la Conférence nationale souveraine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'à l'issue de la Conférence nationale souveraine, vous avez un imaginaire politique qui a vu le jour au Congo. Cet imaginaire politique est constitué de quoi? Vous avez des partis qui sont à ancrage ethnique, donc on sait que tel parti est majoritaire dans telle région, parce que les gens de cette région ne votent que pour ces partis-là.
Et vous avez des partis qui sont à ancrage, je dirais, avec une identité politique inventée. Voilà. Vous avez par exemple l'UPADES, qui était un parti politique qui, à l'époque, était majoritaire dans le Grand Niari. Et il y a eu une invention d'une identité politique qu'on appelait le Libolek, voilà, qui est une identité politique tout à fait inventée, regroupant plusieurs tribus qui s'y reconnaissaient dans la personne du président Pascal Lissouba. Et vous avez aussi donc le Parti congolais du travail qui était considéré comme étant majoritaire au nord, quoique ce n'était pas aussi vrai que ça. Bon, donc vous avez en fait une répartition du territoire national qui était recoupée par des partis politiques. Le Kouilou avec le RDPS, voilà, et vous avez le Poul avec le MCDDI, le Grand Niari avec l'UPADES, le Nord avec en grande partie le PCT. Donc les gens, le jeu politique était réparti de cette façon. Mais depuis la fin de la guerre civile de 1997 et des autres guerres qui s'en est suivies, il y a une déconstruction. C'est-à-dire que le PCT travaille pour déconstruire cet imaginaire-là. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord déstructurer le MCDDI dans le pool, donc le travail a été fait, mais cette déstructuration s'est faite au profit d'un autre parti à ancrage régional, donc l'UDH Yuki, et donc il a fallu en ce moment-là aussi déstructurer l'UDH Yuki. Comment? Bon, en arrêtant déjà, en faisant en sorte que son leader, qui était le fils du leader du MCDDI, ne soit plus. À partir du moment où le président parfait Kolela n'est plus de ses membres, vous avez un UDH Yuki qui n'a plus de tête. C'est-à-dire, quand on dit plus de tête, plus de direction, plus d'orientation. Et quand il n'y a plus de direction, plus d'orientation, les électeurs sont un peu perdus. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut dans le pool, puisque le parti qui était censé le représenter est désorienté. Donc, on assiste à quoi? On assiste à des députés du PCT qui sont élus dans le pool. Mais il faut le dire, malgré justement cette tentative de démembrement du parti, on a quand même l'UDH Wiki qui se retrouve coude à coude en termes de nombre de représentants au niveau de l'Assemblée nationale avec l'UPADES, qui est le parti qui est resté historiquement, dans la dernière législature, le parti fort de l'opposition. Aujourd'hui, l'UDH Wiki se retrouve avec 7 députés élus, au même titre que l'UPADES. Est-ce que, on va dire que toute la volonté de démembrement, telle que vous le dites, elle a échoué? Ah non, non, je pense qu'au contraire, ça prouve que le démembrement, mais moi je dirais plus la déstructuration, marche à plein régime. Parce que comment vous pouvez imaginer le MCDDI de l'époque du feu Bernard Bakana Kolela, il ne pouvait pas s'y retrouver avec 7 députés. C'est impossible. Puisque rien que la région du Poul où c'est parti majoritaire, il y a plus que 7 députés. Et l'UDH, le MCDD à l'époque, avait des députés aussi à Pointe-Noire. Voilà, vous voyez. Donc, mais ça, comme je le disais, c'est l'imaginaire politique qui est issu de la Conférence nationale souveraine. À partir du moment où Bernard Bakana Kolela meurt, le parti est disputé par ses enfants, et qu'il y a un des enfants qui va créer un autre parti, le MCDD lui-même est vidé de sa substance, puisque aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de lui-même, il n'a pas de député. Voilà. Donc ça c'est déjà fait, le problème du MCDD est déjà réglé aux yeux du PCT. Alors, le deuxième problème à régler aux yeux du PCT, pour le pool, c'est l'UDH Yuki. À partir du moment où ces partis n'ont plus de direction, parce que la tête qui était le président parfait, Kolela, n'est plus, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de direction. Quand je dis direction, c'est-à-dire une orientation avec une vraie envie et volonté de prendre le pouvoir. Voilà, il n'y en a plus. Donc ce qui fait qu'on peut, maintenant le travail à faire, c'est d'envoyer le signal au sein de l'opinion que le pool n'est plus lié à un parti majoritaire dans le pool. C'est-à-dire que le pool peut élire des députés qui ne sont pas du parti censé être majoritaire dans le pool. Mais pourquoi? Pour préparer l'opinion à l'idée que le pool les populations du pool peuvent voter qui elles veulent. C'est peut-être aussi, un élément positif, dans le sens de... ça pourrait être une manière d'enlever justement ou d'éradiquer cette idée d'ethnicisation de la politique. C'est-à-dire qu'on va coller à
une sorte, vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque région correspond un parti, alors que... Oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, dans le sens où ça se vérifierait partout. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que vous dites, si l'idée est de faire en sorte que les Congolais comprennent qu'on ne vote pas parce qu'on appartient à une région ou à une ethnie, ce serait une bonne chose dans la mesure où on verrait ces résultats aussi dans le Nord, par exemple. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on constate dans le Nord? Dans le Nord, on constate que tous les députés qui sont élus dans le Nord sont soit du PCT, soit des indépendants proches du PCT. Mais on a quand même eu mettre des candidats d'autres partis dans le Nord. Par exemple, on a eu une candidate de l'UPADS dans le Nord qui s'est retrouvée justement avec dans la sondage, c'est ça? Oui, qui s'est retrouvée avec pour concurrent un candidat du PCT qui d'ailleurs a été sanctionné par rapport à des propos qui ont été jugés justement régionalistes ou plus l'intitulé, enfin en tout cas mais ce candidat n'a pas été élu. Oui, le peuple a peut-être parlé. Oui, mais c'est ça en fait. Ce que je veux montrer, c'est la duplicité du système. Vous voyez? C'est-à-dire que d'une part, on travaille pour déconstruire l'attachement tribal et régional dans le Sud, mais par ailleurs, on travaille pour l'attachement tribal et régional dans le Nord. Vous voyez, c'est cette duplicité-là que je mets en avant. Vous voyez? Parce que si le travail était fait de façon globale, c'est-à-dire qu'on arrivait par un jeu électoral honnête à faire élire des députés du MCDI à Ouando, de l'UDH-UKI à Ouando, de l'UPADES dans la Likwala, comme ça s'était fait à l'époque, durant le règne du président du Souba 92-97, on avait les députés, par exemple, de l'UPADES dans la Likwala. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, le jeu électoral est fait de telle sorte qu'il y a une déconstruction de l'imaginaire politique dans le Sud, puisque même l'UPADES n'est plus capable de faire élire des députés dans le Grand Niari. L'UPADES est battu même dans le Grand Niari aussi, dans certaines circonscriptions. Donc, on déconstruit l'imaginaire politique issu de la Conférence nationale dans le Sud, mais on renforce cet imaginaire dans le Nord. Vous voyez? Et si on a sanctionné monsieur Léonidas Moton, c'est simplement parce qu'il a dit tout haut, c'est qu'il ne faut pas dire, il faut faire. En politique, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on fait. Voilà. C'est lui qui le dit, on le sanctionne, mais on le fait. Et quel est le véritable enjeu, justement, de cette déconstruction de l'imaginaire, tel que vous présentez, cet imaginaire de... Oui, mais en fait, l'enjeu véritable, c'est de démobiliser, l'électorat du Sud. C'est ça. Parce qu'il faut éviter que l'électorat du Sud soit mobilisé, soit soudé, soit uni derrière une cause ou un leader bien précis. Voilà. Donc il faut disperser les voix dans le Sud, en tout cas donner cette apparence-là au niveau national pour dissoudre le sentiment, pour dissoudre la mobilisation et le sentiment d'engagement politique dans le Sud et pouvoir éviter en fait qu'il y ait une force capable d'émerger dans le Sud. Voilà. Pour faire court, c'est ça. L'enjeu, c'est ça. Parce que il faut dire que le président Sassou a vaincu ses adversaires, le président, qu'il soit le président, le défunt Bakana Kolela, le défunt Pascal Lissouba, il les a vaincus. Voilà. Maintenant, il faut vaincre l'influence de ces deux figures politiques dans l'imaginaire collectif de leurs militants. Donc c'est le deuxième travail à faire. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec beaucoup d'efficacité. Très bien, maître. Il y a une autre question qui suscite aussi des réflexions, c'est justement celle du positionnement de l'opposition dans la nouvelle législature. Alors, je crois savoir que la Constitution congolaise de 2015 prévoit une place pour un chef de file de l'opposition, place qu'occupait jusqu'ici l'UPADS, le parti géré aujourd'hui ou dirigé par M. Tsatima Biala, qui lui donc se positionnait comme étant, en tout cas qui apparaissait comme étant le chef de file de l'opposition. Alors, aujourd'hui, l'UDH-UKI et l'UPADS se retrouvent en
je veux dire, avec le même score. Le débat est là, autour de qui donc deviendra le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Quel est d'ailleurs le sens, justement, de cette appellation chef de file de l'opposition? Bon, est-ce que dans une démocratie, on devrait avoir ce genre? Toute la question, c'est l'institutionnalisation. C'est-à-dire que, de facto, dans un système politique organisé entre une majorité et une opposition, il y a forcément un chef de file de l'opposition. Voilà. Mais c'est de facto, c'est-à-dire que ce sont même les résultats des élections législatives qui confèrent au parti de l'opposition qui a eu le plus de députés ces titres. Même en France, il y avait déjà une guerre entre, vous voyez, la France insoumise et le Rassemblement national sur la question de savoir qui sera le chef de file de l'opposition. Voilà. Donc la France insoumise a dû mettre en place la coalition NUPES pour avoir la majorité au sein de l'opposition pour pouvoir prétendre à ces titres. Ouais. Bon, maintenant, il y a en fait le chef de file de l'opposition arithmétique, c'est-à-dire qu'avec le nombre de députés. Il y a le chef de file de l'opposition par la force de proposition. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut arithmétiquement avoir plus de députés à l'Assemblée, mais si on est amorphe, si on ne porte pas une vision politique alternative avec des contre-propositions conséquentes, on peut être un chef de file d'opposition qui se limite à l'arithmétique, en fait. Mais pour être véritablement un chef de file de l'opposition, il faut avoir à la fois l'arithmétique, c'est-à-dire le nombre de députés à l'opposition le plus important, mais aussi une vision alternative conséquente, avec des contre-propositions conséquentes, avec une volonté de pouvoir incarner l'alternative au pouvoir, ou l'alternance, selon comment on envisage le système. Voilà. C'est quand on incarne ces deux critères qu'on est véritablement le chef de file de l'opposition. Alors, la particularité congolaise, c'est que c'est une institution. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est plus les critères que je viens de vous citer qui prédominent, mais ce qui prédomine, c'est qu'on estime, bon, après les critères, je ne sais pas s'il y a une loi qui a précisé précisément qu'il faut avoir plus de députés, mais on pense raisonnablement que c'est le parti d'opposition qui a le plus de députés qui est le chef de file d'opposition. Or, dans le cas actuel au Congo, vous avez, comme vous l'avez évoqué, vous avez 7 députés pour l'UPADES, 7 députés pour UDHUJ. Mais en revanche, il y a le MUST qui a un député. Donc le parti de Madame Mouna. Bon, à partir du moment où le MUST a un député, donc le MUST est un peu faiseur de roi pour savoir qui sera le chef de file de l'opposition. Donc si le MUST s'allie avec l'UDHUJ aura, donc on va dire, pourra former une coalition qui aura la majorité, et de cette coalition proviendra donc le chef de file de l'opposition. Si le MUST s'allie avec l'UPADES, ça va être pareil. Mais comme on le sait que le MUST a une alliance avec l'UPADES, puisque si vous avez suivi un peu les campagnes électorales à Mouyonzi, l'UPADES a participé à la campagne électorale de Mme Nari à Mouyonzi. Donc on peut raisonnablement penser qu'il pourrait y avoir une coalition entre l'UPADES et le MUST de Mme Nari, et de cette coalition proviendra donc un chef de l'opposition. Donc on peut le penser comme ça. Mais alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que les populations congolaises retirent de tout ça? Voilà. Ça, c'est la vraie question. On peut se la poser. Oui, voilà. Parce que ce qui se passe, c'est plus le jeu des appareils politiques, en fait. Et ces jeux-là, en fait, on peut se poser des questions sur l'intérêt, sur les attentes de la population. Ouais. Voilà. Parce que pour être chef de file d'opposition, ça ouvre droit à des privilèges, notamment au niveau des financements. Et ces financements-là, on sait où ça finit, voilà, puisque ça ne participe pas à faire vivre les partis comme il se doit, mais ça enrichit quelques dignitaires de ces partis-là. Voilà. Mais parce que ce que les Congolais veulent au fond, c'est le retour à la démocratie. Voilà. C'est-à-dire que le choix du Congolais soit un choix qui soit respecté, validé et reconnu comme tel. C'est ça que les Congolais veulent, c'est ça que les Congolais attendent. Très bien. En tout cas, merci Maître pour ce temps et vous l'avez bien entendu. Nous avons fait un tour de l'actualité sur cette question législative qui se sont tenues au Sénégal et au Congo-Brazzaville.
Vous avez entendu justement le positionnement et l'avis de notre analyste politique. Je rappelle, Maître Boris Nzaba, qui est avocat au barreau de Paris et aussi analyste politique. Et donc c'est justement en sa qualité d'analyste politique qu'il a voulu répondre à ces différentes questions que nous posions aujourd'hui en rapport avec ces différentes élections au Sénégal et en République du Congo. En tout cas, pour moi, c'est une fois de plus avec plaisir que je vous ai présenté toutes ces questions et que nous avons déroulé ensemble l'actualité africaine. C'est aussi avec plaisir que je vous retrouverai. Je ne sais pas si, Maître, vous avez un dernier message à passer avant que Non, nous puissions clore cette émission. je pense que tout a été dit pour ma part. Et donc, pour ma part, c'est en tout cas avec plaisir que je vous ai lu. Et une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir, avec le même engagement et avec la même motivation pour une émission prochaine. Merci et bien de choses dans vos maisons.